Le journaliste René Bassène, entendu au 8e jour du procès, encourrait la perpétuité selon ses avocats. Vous les entendrez dans ce journal. Les pharmaciens privés en ordre de bataille. Ils s'insurgent contre le retrait de la licence à la pharmacie dakaroise. Face à la presse, ils condamnent le ministère de la Santé, la direction de la pharmacie et annoncent une assemblée générale dans les prochains jours. Lutte contre l'immigration clandestine, baisse du flux à hauteur de 80%. Des statistiques qui proviennent de la direction de la police de l'air et des frontières qui décerne un satisfecit à sa politique. Et puis match Sénégal-Égypte. Douche froide pour la fédération égyptienne qui annonce une Mohamed Djibril Wade lui reconnaît le droit de porter plainte mais conteste toute forme de violation de droits des joueurs égyptiens. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Allez, bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'actualité judiciaire. 8e jour de procès des prévenus dans le cadre du massacre Boffa-Bayotte. Le journaliste René Capain-Bassène a été entendu à la barre. Selon sa défense, au regard des charges retenues contre lui, eh bien, il encourt la perpétuité. Les avocats des parties civiles s'expriment dans la presse pour la première fois. Le compte-rendu est signé Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Le procès des prévenus suite au massacre de Boffa-Bayotte se poursuit à Ziguinchor. Les avocats des parties civiles estiment que la mort de 14 exploitants forestiers et les blessures handicapantes d'autres ne devraient pas passer par perte et profit. L'État du Sénégal, qui a fait en sorte que les prévenus ne puissent pas être condamnés sans une bonne défense, veille aussi à ce que les victimes soient défendues. C'est la raison de ma présence ici. L'État du Sénégal tenait également à ce que, pour qu'une bonne justice soit rendue, que les victimes que je représente ici, les personnes décédées, leurs enfants, leurs épouses, leurs parents soient défendus. Vous n'êtes pas sans savoir que les crimes a été commis dans des conditions d'une particulière barbarie. Des gens qui cherchaient juste du bois dans la forêt ont été interceptés, regroupés, déshabillés, dépouillés de leurs biens, couchés et arrosés à la mitrailleuse. Il en est ressorti 14 morts. C'est une barbarie qu'on ne peut pas laisser impunie et il fallait également que les personnes qui ont été victimes de ce crime soient assistées et c'est la raison de ma présence à Ziguinchor depuis 10 jours. C'est le journaliste René Capain-Bassène qui est entendu ce mercredi. Cet avocat commis d'office par l'État pour le défendre revient sur ce qu'on lui reproche. Et la seule personne qui restait, c'est René Capain, parce que c'est lui que l'on considère comme étant l'instigateur, donc le complice de toute cette tuerie et de tous ces assassinats, parce qu'il est poursuivi pour complicité. Il est également poursuivi pour participation à une rébellion. Il est également poursuivi pour avoir fait sortir illégalement une correspondance de la prison. Parce qu'aujourd'hui, il encourt, je vous le dis, d'une peine de mort. Certes, la peine de mort n'existe plus au Sénégal. La peine de mort est commuée à une peine à perpétuité. Donc, il encourt une peine à perpétuité. J'ai un grand challenge parce que je n'ai jamais été son avocat depuis le début de la procédure. Moi, j'ai été commis d'office. C'est la raison pour laquelle, dans un sens vraiment, dans une conscience, je voudrais mettre toute mon âme et toutes mes forces pour défendre ce monsieur. Le procès se poursuit ce jeudi à partir de 9h. Des témoins devraient être entendus, parmi lesquels le directeur général de l'ANRAC, l'agence de l'État où travaille René Capain-Bassène. La victoire du Sénégal face à l'Égypte fait une victime salie. Ousmane Niabali, c'est son nom. Il est âgé d'une 50aine d'années. Il a fait une crise cardiaque après le but inscrit par Boulaïdia à la 3e minute de la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte. Équipier de profession dans un hôtel de la Petite Côte, Ousmane Niabali était père de famille. Nos reporters Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye se sont justement entretenus avec des membres de sa famille. Reportage. Petit souci avec cet élément, me signale-t-on, que nous aurons certainement avant la fin de cette édition. Nous passons au remous dans le secteur de la santé. Ça se passe à Matam avec une crise sans précédent
dans le système sanitaire de la région. Les agents de santé et infirmiers chefs de poste entament leur énième plan d'action par un sit-in régional. Les syndicalistes s'opposent à la hausse de la prime en faveur du directeur de l'hôpital de Ourossogui. Malgré les préoccupations du médecin-chef de région, le bras de fer se poursuit, mais le directeur en question refuse de réagir aux agissements des syndicalistes. Le reporter est signé Ali Bandagnan. Cette affaire est en train de devenir la plus longue crise sanitaire que Matam n'a jamais connue, mais malheureusement les autorités supérieures semblent rester encore comme de simples observateurs. Au-delà du centre hospitalier régional de Ourossogui, c'est tout le système sanitaire de la région qui subit les perturbations nées des mouvements d'humeur du Sud-Sens. Comme on l'a toujours dit, après 9 mois d'exercice, il n'a vu autre que de faire augmenter ses primes, les faire passer de 650 000 à 1 080 000. Le Sud-Sas ne dit pas non. Mais tout ce qu'on dit, c'est que du moment que nous tous nous participons dans la production des recettes, s'il doit y avoir une redistribution, ça doit intéresser tout le personnel de l'hôpital. Je prends en témoin le DEPS, M. Ousmane Dia, je prends en témoin le médecin-chef de région, je prends en témoin le préfet de Matam. Tous les trois nous ont réunis dans une table de négociation, mais à la sortie, c'est lui qui a foulé aux pieds, excusez-moi du terme, toutes les recommandations qu'on a retenues avec ses autorités. En plus du directeur, les syndicalistes exige aujourd'hui des éclairages sur une supposée nouvelle prime allouée au président du conseil d'administration. L'information que nous sommes en train de recevoir ces derniers temps, que le PCA est en train de recevoir 500 000 francs mensuels des fonds de l'hôpital. Nous ne savons pas comment et sur quelle base. Raison pour laquelle nous avons saisi le directeur par écrit pour des informations précises par rapport à cette question. En tout cas, si cela est avéré, ça ne fera que confirmer les soupçons que nous avons depuis le début. Parce que depuis le début, tout le monde se disait que comment le directeur Mamadou Ndiaye, l'ex-directeur Mamadou Ndiaye, qui a fait 5 ans ici, qui a en tout cas de ses propres relations mis en place un forage pour l'hôpital, ouvert les consultations externes, recruté beaucoup de techniciens, de médecins spécialistes, et qui a fait 5 ans, le PCA ne l'a jamais proposé une augmentation de ses primes. Lorsque le directeur Ousmane Gueye est venu, 1 mois après, le PCA vient lui proposer 500 000 francs, une augmentation jusqu'à 1 80 000. Les agents de santé, les ICP ont battu leur appel de troupes pour participer à ce sitting qui marque le début du 3e plan d'action. Nous avons tenté de faire réagir le directeur de l'hôpital de Ourossogui, mais ce dernier nous a interceptés dans son secrétariat pour nous notifier sa nouvelle décision de ne plus répondre. Les pharmaciens privés du Sénégal bandent les muscles après le retrait de la licence à la pharmacie dakaroise. En conférence de presse, ils condamnent avec dernière énergie cette décision prise par le ministère de la Santé et la direction de la pharmacie. Ils annoncent dans les prochains jours la tenue d'une assemblée générale et peut-être même une journée sans pharmacie. Fatih Bounti Conté, Tierno Laurent Mendy pour les détails. Les pharmaciens privés du Sénégal s'offusquent de la décision surprenante du ministère de la Santé de retirer la licence à la pharmacie dakaroise. Cette décision, que nous jugeons illégale, a été prise le 11 février 2022. Et ceci suite à la note de présentation du directeur de la pharmacie et du médicament. Cette notification à l'intéressé donc de l'abrogation n'a eu lieu qu'1 mois après. De manière claire, sur présentation de la note du docteur de la pharmacie, le ministre de la Santé a décidé d'abroger l'arrêté qui autorise Mme Mbodj à exploiter sa pharmacie. Seulement un paradoxe subsiste dans ce dossier, car après avoir abrogé sa licence, le directeur de la pharmacie informe Mme Mbodj, propriétaire de l'officine, d'un dépôt de dossier de transfert. Cela veut dire quoi? On vous dit vous ne pouvez plus exploiter, mais transférer. Selon nous, cette incohérence traduit de la part du docteur de la pharmacie une méconnaissance des textes qui organisent notre profession ou bien un manque de considération à l'égard de ces textes-là. Et ce qui est grave pour un docteur de la pharmacie et du médicament. Puis, Mme Mbodj de la pharmacie dakaroise risque aussi d'être sanctionnée pour avoir eu recours à la justice. À travers cette décision, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la direction de la pharmacie et du médicament veulent sanctionner Mme Mbodj, car ils estiment qu'elle a commis un crime de lèse-majesté en faisant recours à la justice et en réclamant ses droits
pour garder ce local. C'est raison suffisante pour ces pharmaciens privés d'appeler à une assemblée générale dans les prochains jours. Il n'exclut pas aussi d'observer une journée sans pharmacie. Nous appelons tous les membres et sympathisants à se mobiliser pour faire barrage à cette décision unique qui constitue un précédent dangereux dans la profession. Et c'est dans ce cadre que le syndicat va convoquer dans les prochains jours l'Assemblée générale extraordinaire pour que les pharmaciens se prononcent sur les mesures à prendre. Et je dois dire que nous n'excluons pas de fermer les pharmacies pour que le droit soit rétabli. C'est depuis 1953 que la pharmacie dakaroise s'est implantée dans ce site. Pour un déplacement provisoire, la pharmacienne risque d'être expropriée en faveur d'une autre. Allez, nous restons dans le domaine de la santé pour parler de la gestion de la Covid-19 à l'hôpital d'Al Diam de Dakar. Une année après cette grave pandémie, les souvenirs sont toujours vivaces dans la mémoire du personnel administratif et sanitaire. Des moments parfois chargés d'émotions, de crainte, mais aussi de tristesse. Retour un an après à l'hôpital d'Al Diam pour reparler des premiers malades soignés par le dispositif mis en place, mais aussi pour évoquer l'ambiance qui régnait à l'époque. C'est avec Ibou Diouf. Ici, à l'hôpital d'Al Diam, dans la banlieue dakaroise, quand on évoque la Covid-19 et les premiers malades, pour le personnel, le coronavirus leur a volé un souvenir qu'il aurait dû vivre en 2020. Mais beaucoup de souvenirs restent encore. Oui, effectivement, beaucoup de souvenirs, beaucoup de stress, également beaucoup d'engagement. C'était véritablement comme si on était en guerre, avec l'engagement de toutes les catégories socio-professionnelles. Au-delà des médecins, des chefs de service, il fallait voir le personnel administratif, le personnel technique et de soutien, tout ce beau monde mobilisé autour d'une cause commune. Si vous voyez les 2 années-là, donc nous avons eu à accompagner 3556 patients atteints de Covid-19. Sur ces 3556, nous avions eu des enfants, au total de 221 enfants, et d'où même à un moment donné, la cellule d'accompagnement, donc la cellule de prise en charge nationale, avait même dédié l'hôpital d'Al Diam comme l'hôpital de prise en charge mère-enfant. Malgré les difficultés, la fatigue, c'est avec une grande joie que nous avons accueilli ces enfants de nouvelles vies. Nous étions pratiquement le seul hôpital à prendre en charge les femmes atteintes de Covid pour pouvoir les césariser dans nos blocs opératoires. L'évolution de la situation a nécessité une réorganisation du système à l'hôpital d'Al Diam. L'objectif était d'assurer la continuité des soins. La Covid-19 et ses anecdotes au quotidien, des moments forts dans la vie de ces acteurs. Souvent c'était difficile, très difficile d'ailleurs, dans l'intimité de mon bureau, il m'arrivait de me poser un certain nombre de questions. Bon, mais à chaque fois, on priait et puis on sortait. Véritablement, on essayait de mettre le groupe dans une atmosphère assez détendue. Oui, peut-être triste au moment où on l'a vécu, mais heureux aujourd'hui parce que je me rappelle bien qu'un jour, je me suis retrouvé dans le CTE et un patient m'a dit « Madame Bayane, qu'est-ce que vous faites là ?» J'étais malade comme les patients du CTE d'Al Diam. Ces quelques mots de ces patients peuvent témoigner de la qualité du service à l'hôpital d'Al Diam. Je remercie tout le personnel. Je dire que le service est impeccable. Ici, à l'hôpital d'Al Diam, dans la banlieue dakaroise, quand on évoque la Covid-19 et les premiers malades, le navire Aline Sitoé Diatta n'a aucun problème technique et ne souffre d'aucune panne comme certaines rumeurs tentent de le véhiculer. C'est là la mise au point du COSAMA face à la presse. Le directeur de l'entreprise précise que l'arrêt temporaire de la liaison entre Dakar et Ziguinchor est dû au coronavirus. Je vous propose d'écouter Matar Fall, DG de la COSAMA. Il est au micro de Lissa Prera. Effectivement, a été arrêté au début du Covid, il y a à peu près 2 ans. Donc, à l'arrêt du navire, nous avions décidé
ne connaissant pas la date de reprise, de refaire principalement le système de climatisation. À la fin des travaux, une remise en service du navire a été établie et le premier voyage sur Ziguinchor s'est fait sans problème. Je pense bien au troisième voyage, le navire a accusé un retard au départ de Dakar. Ce que nous trouvons tout à fait normal correspondait au jour de vendredi, qui était un jour d'arrivée et de départ. Ayant une livraison à bord qui est arrivée en retard, le navire a accusé 3 heures de retard au départ de Dakar. Donc les passagers qui étaient à bord étaient bien informés de la situation, puisque le navire n'a pas quitté le quai. Et en aucun cas, un problème supposé technique ou concernant nos moteurs n'a été détecté ni même déterminé concernant cette ligne Dakar-Ziguinchor et principalement le navire. À Pikine, grosse polémique après l'élection du président de la gare des Beaux-Maraîchers, un président déjà en sursis puisque son élection est contestée et vient de faire l'objet d'une annulation par le préfet du département. Le regroupement des chauffeurs accuse l'organisateur de ces élections, par ailleurs secrétaire général des gares routières du Sénégal, d'être à la fois juge et partie. Nous écoutons à ce propos Pape Makan Diop, il est au micro d'Abib Faye. On a organisé des élections pour renouveler le président de la gare routière des Remessiers. Mais nous sommes confrontés à des difficultés parce que le secrétaire national du syndicaliste Alassane Ndoye voudrait organiser ces élections. Alors, comme les candidats sont dans des différents syndicats, les candidats ne sont pas d'accord pour qu'ils organisent ces élections. Alors, il a insisté pour insister ces élections avec ses candidats. Alors, les autres candidats se sont allés voir le préfet pour lui expliquer ce qui se passe. Le préfet a interdit les élections dans la gare routière. Donc, nous attendons le préfet qui dit qu'il doit organiser ces élections. Actuellement, la gare routière des Beaux-Maraîchers n'a pas de président de regroupement. Nous attendons le préfet pour qu'il organise les élections dans la gare routière. Il y avait 11 candidats. Alors lui, il a préféré prendre ces 4 candidats pour les 4 Alsan. Il a préféré ces 4 candidats pour organiser les élections. Il y avait une caution de 250 000. Mais actuellement, comme cette élection n'est pas encore bien organisée, nous ne pouvons pas parler de caution. Moins d'un mois après les dérapages de l'imam Sall à l'endroit de la communauté chrétienne, un autre prêcheur choque l'opinion publique en proférant des propos dangereux pour la stabilité nationale. Il s'agit de Chérif Ibrahim Aïdara. Sa diatribe contre la communauté Wolof a fait réagir les associations qui, à leur tour, recommandent aux plateformes digitales d'utiliser des filtres ou tout simplement de censurer certaines déclarations qui peuvent être source de tension. Ces associations réclament également des réformes dans le cadre du code de la presse. Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun. Au vu des multiples dérives qui polluent l'espace médiatique, notamment dans les réseaux sociaux au Sénégal, le CORED, le SENPIX et l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, APPEL, ont décidé de réagir à leur façon. On va écrire carrément à YouTube, on va écrire à Facebook, en tout cas toutes ces plateformes-là qui hébergent des télévisions ou bien qui permettent les lives, de leur faire savoir qu'en tout cas, il y a certaines personnes, parce qu'en fait, au-delà même du code de la presse, il y a ce qu'on appelle la loi sur les transactions électroniques qui réglemente en fait le secteur numérique. Quand vous décidez de faire ce qu'on appelle un peu du business dans le numérique, dans son article 8, il est fait obligation à tous ceux qui gèrent un site ou bien même, disons, une web TV et autres, c'est-à-dire de mettre une adresse physique, également aussi un numéro de téléphone. En cas d'atteinte à l'honorabilité de quelqu'un,
qu'on puisse vous saisir, que le contenu soit retiré. Pour sa part, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, déplore les multiples dérives sur les réseaux sociaux, mais n'a pas les prérogatives pour réguler le secteur numérique. D'où la nécessité d'instaurer des réformes. Le CNRA ne peut pas réagir parce qu'il n'est pas habilité par la loi pour réagir ou pour faire quoi que ce soit. Or, aujourd'hui, s'il y avait en tout cas ce nouvel organe de régulation qui est compatible en tout cas au code de la presse, c'est-à-dire à l'arsenal juridique actuel, là on aurait pu quand même arrêter ça. En rappel, le dénommé Chérif Ibrahima Aïdara a, dans une vidéo, traité les Wolofs de, je cite, voleurs et de menteurs. Il a en outre cité des soi-disant propos d'El Hadj Malick Sy, autant de propos qui ont choqué. Le procureur s'est d'ailleurs autosaisi. De son côté, l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, parle de propos qui sont le reflet de l'audace et de l'ignorance, d'où des généralisations abusives et des préjugés, en provenance de Chérif Ibrahima Aïdara. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel interdit à Ahmed Aïdara la présentation des revues des titres et revues de presse sur Sen TV et Zik FM. Dans une note, le CNRA indique attendu que suite à des constats de manquement à la réglementation, le Conseil avait mis en demeure la Sen TV et la Zik FM de prendre les dispositions pour mettre définitivement un terme aux violations de la réglementation par M. Ahmed Aïdara dans ses revues de titres et de presse. Selon le CNRA, des manquements aux principes d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre sont commis par Ahmed Aïdara, qui expose la Sen TV et ou la Zik FM aux sanctions prévues par la réglementation, notamment la suspension partielle ou totale des programmes. En dépit des mises en garde du CNRA, bien des manquements à la réglementation persistent. Ahmed Aïdara continue parfois d'aborder des contenus aux sujets qui ne sont pas traités dans les quotidiens, dont il est censé rapporter le contenu, en plus de commentaires jugés inappropriés par le CNRA. Le collège du CNRA a donc décidé que la Sen TV et la Zik FM sont interdites de faire animer les revues de titres et de presse par M. Ahmed Aïdara à partir de la notification de la présente décision. Parlons consommation. À Potou, la commercialisation de l'oignon local a démarré, mais elle démarre mal cette campagne. Le kilo d'oignon est bradé à 150 francs. N'empêche, les clients se font toujours désirer. À cela s'ajoute le coût élevé des semences et des intrants agricoles, une situation qui fait craindre le pire aux producteurs déjà en détresse. Nous écoutons Diogouka, il est producteur d'oignons, dans ce reportage de Tchernoufal. Dans la zone de Potou et ses environs, les producteurs d'oignons sont aujourd'hui dans une grande détresse. En effet, ces derniers, depuis le démarrage de la campagne de commercialisation, n'arrivent pas à écouler une bonne partie de leur récolte qui, selon eux, risque de pourrir entre leurs mains. soble bi tey gis ngeen ni mu mel fii am na yoo xamante ñu ngi ci tool yi yëpp soble bi yëpp nem na mënuñu ko jaay tey fi bu ñu nee soble tey fanweeri dërëm la fiy jar. Ces producteurs qui vivent des moments très difficiles à cause de la mauvaise campagne de commercialisation ont peur de vivre la même situation que l'année dernière. Vous êtes sans savoir que l'année dernière, nous avons enterré les 3/4 de nos productions, faute de chambres froides, au magasin de stockage moderne. C'est pour cela que nous interpellons directement son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, de venir nous aider pour que cette situation ne se reproduise plus jamais. Ces maraîchers ont également fustigé l'absence de subventions pour les intrants et la cherté des semences. Nous voulons que l'État nous accompagne, particulièrement les paysans. Ils sont très fatigués. Ils n'ont pas ni subvention, ni d'encadrement. L'engrais, auparavant, coûtait 12 000. Et 13 000 maximum. Maintenant, ça a évolué jusqu'à 35 000 et 40 000 francs. Les producteurs d'oignons de la commune de Léona s'étaient réunis au centre de groupage de Potou pour échanger sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour la commercialisation de leur production. La semence de fonio menacée si les services de l'agriculture ne prennent pas garde, c'est l'alerte qui a été faite par les chercheurs de l'ISRA à l'occasion de la foire des semences paysannes qui a eu lieu à Djimini, une activité qui entre dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne agricole. Les détails, c'est avec Abdoulaye Diallo.
Décidément, pas de chance avec cet élément non plus. Parlons à présent de la direction de la police de l'air et des frontières qui s'estime heureuse du travail abattu pour lutter contre l'immigration clandestine pour cette année. Le flux a baissé à hauteur de 80%, 4 arrestations seulement effectuées. Selon le directeur de la police de l'air et des frontières, eh bien, ces directions s'activent pour arriver à des résultats beaucoup plus optimaux. Nous écoutons le commissaire Mam Seydou Nour, il est au micro de Mamadou Fall. Nous avons une division très célèbre qui s'appelle la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées, qu'on appelle la DNLT, donc qui a fait cette année énormément de résultats, qui nous vaut énormément de satisfaction. C'est cette fameuse division qui fait les enquêtes en matière d'immigration clandestine. Et donc les actions, disons, anticipatives avec d'autres structures, bien sûr, ont permis de juguler véritablement cette année le phénomène donc, de l'immigration clandestine qui avait connu l'année dernière donc, en fait, un boom extraordinaire. Et donc c'est grâce à l'action combinée de la DNLT et des autres structures donc, qu'on a noté une baisse. Et cette année, la spécificité, c'est qu'on n'a eu que 4 arrivées au niveau de l'Espagne pour l'ensemble de l'année, donc soit une baisse de près de 85% donc, par rapport à l'année dernière. Et il y a beaucoup de passeurs qui ont été interpellés et même des enquêtes de patrimoine qui ont été faites donc, pour poursuivre les gens dans le cadre du blanchiment dont je parlais au niveau de la DNLT. L'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et la démographie, lance la cartographie censitaire. Au total, 260 cartographes sont formés et déployés sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 10 mois. Au cours de ce recensement, toutes les données seront recueillies pour préparer le grand dénombrement de la population prévu en 2023. Nous écoutons les précisions du professeur Alénar Diop. Il est le directeur général de l'ANSD. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye. Cette opération est extrêmement importante dans la mesure où elle permet d'aller sur le terrain au niveau des régions, des départements, des communes, des villages et des hameaux en vue véritablement de cartographier l'habitat, de déterminer là où habitent les ménages, là où ils résident en vue de pouvoir les dénombrer en 2023. Cette opération est tellement complexe qu'elle mobilise de la logistique, des moyens matériels, des moyens financiers, mais également des moyens humains, puisque 230 cartographes seront déployés sur le terrain avec les chauffeurs qui les accompagnent pendant 10 mois pour collecter l'information sur les lieux d'habitation des populations, mais également sur les infrastructures de base telles que les hôpitaux, les écoles, les points d'eau, en vue véritablement de pouvoir délimiter les zones de résidence de ces ménages-là, afin de préparer le grand dénombrement qui aura lieu en 2023. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a organisé ce mardi une conférence publique sur la zakat et son importance sur le plan économique, social et culturel. Une conférence organisée en partenariat avec l'association, l'ONG, plutôt Touba Tchakanam. Une occasion saisie par le président Abdoulaye Sow et l'administrateur de Keur Asakaï, Serine Cheikhouna Mbaké, pour expliquer le projet aux opérateurs économiques. Nous les écoutons. L'appel du Khalif s'adresse en direction de tous les musulmans. Allez, petit souci avec cet élément que nous aurons peut-être avant la fin de cette édition. Nous passons au sport. Sénégal, France, Allemagne, Équateur comme pire tirage. Sénégal, Qatar, États-Unis. Également dans le même cas de figure comme tirage le plus facile. Aliou Cissé et ses protégés vont connaître leurs adversaires de poule à la Coupe du Monde 2022 ce vendredi 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril, cher Salih Boudjara. Dans le chapeau 3 de 32 équipes placées selon le classement FIFA. Lors du tirage au sort des 8 groupes de 4 nations, 2 sélections d'une même confédération ne vont pas se retrouver dans une poule, à l'exception de celle de l'UEFA, avec ses 13 participantes. De ce fait, la bande Costa Rica, qui connaîtront leur sort en juin prochain, sera le groupe le plus facile. Quoi qu'il en soit, le Sénégal va connaître ses adversaires du premier tour ce 1er avril à Doha, au Qatar. En attendant,
le ballon officiel de la 22e édition de la Coupe du Monde est dévoilé. Il est dénommé Al-Rila, le voyage en arabe. Al-Rila est conçu pour favoriser un jeu rythmé en donnant plus de rapidité au ballon. Prolongation du match Sénégal-Égypte d'hier, la fédération égyptienne décide de porter plainte pour racisme. Selon le premier vice-président de la fédération sénégalaise de football, bien entendu, c'est son droit le plus absolu. Toutefois, Mohamed Djibril Wade dit n'avoir constaté aucune violation au stade hier. Pour ce qui est de l'utilisation des lasers, le professionnel affirme que c'est devenu monnaie courante dans le foot, malgré leur interdiction. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Diop. Il n'y a pas eu des choses extraordinaires qui ont été faites ici à Dakar. Ce que j'ai vu hier, ce que nous avons vu tous, ce qui s'est passé à Dakar, c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est les lasers. Peut-être qu'il y a eu quelques jets de bouteilles, mais ça aussi, ça entre dans l'ordre des choses. Parfois, c'est des choses qu'on voit dans un match de football. En Égypte, moi, je devais être sur la tribune VIP, je n'étais pas. La plupart de nos compatriotes ont été parqués quelque part. Ils ont regardé le match Égypte-Sénégal debout. La plupart ont été plus d'une vingtaine. Et il y avait Ablaye Sow, l'ambassadeur et Augustin Seul, et on avait droit à 5 places sur la loge présidentielle. Et c'est eux qui étaient là-bas. Et les Égyptiens n'avaient prévu qu'une seule place. On s'est battu pour que les trois s'asseyent là-bas sur la loge présidentielle. Donc moi je pense que c'est de bonne guerre. C'est les soubresauts quand même d'un lendemain de défaite. Parfois ils sont amers, il faut les comprendre. Allez, pour clore cette actualité sportive en beauté, une chronique de l'an de ce bonheur. Un débat presque philosophique pour savoir si la fin justifie les moyens. Une chronique signée Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé pour cette chronique. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite après moi, Ibrahima Kane. Il est d'ailleurs déjà dans le studio. Il reçoit ce soir Aliou Goloko, journaliste, membre de la CAF, certainement pour faire les prolongations du match Sénégal-Égypte hier. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Sarah Cissé. Comme vous l'avez dit, nous allons jouer les prolongations du match Sénégal-Égypte. Mon invité est là.